Bonsoir à tous, mercredi 28 mars, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78, tour d'horizon de l'actualité locale. Tout de suite, les titres de cette édition. La France et les Yvelines se souviennent d'Arnaud Beltrame. En ce jour d'hommage national au lieutenant-colonel mort lors des attentats de vendredi, plusieurs cérémonies se déroulaient dans le département, minute de silence à Versailles ou encore à Montigny-le-Bretonneux. C'est le troisième centre du genre en Ile-de-France. Une station d'hydrogène a ouvert ses portes dans la commune des Loges-en-Josas. Une promesse, celle de produire un carburant nouvelle génération 100% écologique. Le lieu a été inauguré ce mercredi matin en présence des élus locaux. Et puis invité de ce journal, Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, ancien candidat à la dernière primaire de la droite et du centre. L'ex-député des Yvelines a lancé un appel à droite. Il demande un dialogue en vue des élections européennes de 2019. On parlera également dans ce journal du plan local de l'habitat de Saint-Quentin en Yvelines qui doit être voté cette année. En plateau avec nous tout à l'heure, Yves Longchamp, vice-président du Codeski, et Richard Tellier, directeur du CLAGE Saint-Quentin en Yvelines. L'hommage national ce mercredi à Arnaud Beltrame, cérémonie aux Invalides à Paris, mais aussi dans les Yvelines. La ville de Montigny-le-Bretonneux a observé aujourd'hui à 14h30 une minute de silence dans la salle du conseil municipal. Plus d'une cinquantaine de personnes présentes pour se souvenir du lieutenant-colonel de gendarmerie tombé en héros. Il avait pris la place d'une otage dans le Super U de Trèbes lors des attaques terroristes de l'Aude vendredi dernier. Le gendarme avait succombé ensuite à ses blessures dans la nuit de vendredi à samedi. Un sacrifice dont il faut se rappeler pour le maire de Montigny-le-Bretonneux, interrogé par Nicolas Kirillovitz. Je pense que la démarche que ce colonel a fait en sacrifiant sa vie pour sauver celle de quelqu'un d'autre est tout à fait exceptionnelle dans l'histoire de France. Et à un moment donné, nous en tant qu'élus, mais également tous les représentants de la population de Montigny, nous avons souhaité faire cet hommage. Non seulement c'est important, mais c'est même indispensable. Cette barbarie de l'islamisme, c'est en étant tous unis, tous vraiment solidaires, qu'on arrivera, je ne dis pas à l'éradiquer, mais au moins à la combattre. Il faut vraiment que nous soyons fermes sur les valeurs qui sont celles de la France et que nous nous battions tous. Et c'est l'action de nous tous au quotidien qui permettra, je dirais, de passer des messages. Et de multiples hommages au lieutenant-colonel de gendarmerie ont eu lieu dans les Yvelines. Ce graphe d'abord de l'artiste Cette Nuit. L'œuvre a été réalisée dans la nuit de dimanche à lundi dans le centre-ville de Port-Marly. Ce message, soyons fiers de son courage et n'oublions jamais son sacrifice. Une minute de silence a été aussi suivie en simultané ce mercredi matin au groupement de gendarmerie des Yvelines et à la préfecture à Versailles. Après des études au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, Arnaud Beltrame avait été affecté au peloton de véhicules blindés à Satory entre 2002 et 2006. En 2015, il était revenu à Versailles pour intégrer l'école européenne d'intelligence économique. La ville a d'ailleurs décidé de donner à une rue le nom d'Arnaud Beltrame. Je vous en parlais dans les titres. Invité de ce journal, Jean-Frédéric Poisson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Parti chrétien-démocrate. On parle avec vous de cet appel que vous avez lancé à droite pour un dialogue en vue des élections européennes de 2019. Cette question déjà, l'hommage national ce matin au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui a notamment servi dans les Yvelines. Quel regard vous portez sur le sacrifice de cet homme ? C'est un acte humain exceptionnel. C'est l'acte d'un homme qui était animé de valeurs spirituelles chrétiennes, qui a manifesté une immense cohérence d'une certaine façon entre ce qu'il croit et ce qu'il fait. C'est un sacrifice qui n'a pas beaucoup d'antécédents, pas beaucoup de précédents dans l'histoire de notre pays, en tout cas récente. Et il mérite très très amplement ce message, cet hommage qui lui est rendu en France par le président de la République ce matin, dont j'ai apprécié le discours, et dans notre département où le colonel Beltrame a servi. J'associe à cet hommage la marche blanche qui se déroule en ce moment à Paris, en hommage à Madame Knoll qui a été assassinée dans le cadre d'un assassinat antisémite d'une barbarie incomparable. Et que ces deux personnes soient unies dans un même hommage national aujourd'hui est un signal pour notre pays qui est, je crois, fort
et qui nous invite, comme le disait le maire de Montigny-Bretonneux à l'instant dans votre reportage, à effectivement mieux vivre et vivre davantage et plus énergiquement encore l'ensemble des principes et des valeurs qui constituent notre société. Alors, l'année passée a été riche en scrutins. Prochaine échéance électorale, c'est ces européennes dans un peu plus d'un an, en mai 2019. Certains partis sont déjà dans la course. La République En Marche a lancé sa grande marche pour l'Europe. À droite, les transactions ont également débuté. Vous, justement, Jean-Frédéric Poisson, vous avez appelé la semaine dernière à un dialogue à droite en vue de ce scrutin, un dialogue pour diluer, je vous cite, le projet de dilution de la France, contrer, ce projet donc, de dilution de la France d'Emmanuel Macron. Que reprochez-vous à la politique du président de la République ? Elle est fondée, cette politique, sur des principes auxquels je suis opposé un par un. Il les a déclinés, ces principes, dans son discours d'Athènes et son discours de la Sorbonne, c'était l'an dernier, autour de l'été. C'est d'abord la souveraineté européenne, de préférence à la souveraineté nationale. C'est ensuite une société communautariste. Il est le seul candidat au présidentiel à s'être prononcé en faveur du fameux TAFTA, vous savez, le traité d'échange transatlantique avec les États-Unis. Et puis, il met en œuvre un renforcement très très important des pouvoirs de l'État, souvent au détriment des collectivités territoriales, des familles, des entreprises. C'est également un élément de sa politique qui est assez peu vu, mais qui est une réalité. Et donc, sur chacun de ces points, je suis en désaccord profond, et c'est malheureux d'une certaine façon, parce que ce sont les principes de son projet. Alors, si nous voulons, en une phrase, résister à ce projet, il faut constituer une opposition qui soit, point par point, à l'inverse des principes qui sont portés par le président de la République, à commencer par cette question de la préservation de l'indépendance du peuple français. C'est la raison pour laquelle il me paraît normal que tous ceux qui s'y opposent à cette vision se rassemblent et donc dialoguent. Vous parlez d'Emmanuel Macron justement comme quelqu'un d'europhile, justement à droite. Il y en a des europhiles, notamment dans le Parti des Républicains. Mais cher monsieur, je suis moi europhile. J'ai pas de problème avec l'Europe. Je suis européen comme vous. Et je le suis comme n'importe quel Français. Et ce que vous redoutez aujourd'hui, c'est que la France disparaisse dans l'Union européenne ? Voilà, c'est parfaitement résumé. Je fais la différence entre l'Europe et l'Union européenne. Oui à l'Europe, non à l'Union européenne. Non, ou plutôt, non à l'Union européenne technocratique de Bruxelles qui dicte un certain nombre de principes, de volontés à des peuples qui n'ont même pas la possibilité de s'y opposer en réalité. Donc ce qu'il faut, c'est non pas abandonner l'Europe, la quitter, en partir. Je ne sais pas comment on pourrait découper la France de l'Europe pour qu'elle parte au large. Je ne sais pas où, ça n'a pas de sens. En revanche, imaginer une construction européenne dans laquelle les nations aient tout leur poids et la possibilité de prendre en main leur destin, ce qui aujourd'hui, sur un certain nombre de sujets, n'est pas possible. Mais je suis le premier à reconnaître, d'ailleurs, je l'avais dit, pendant la campagne primaire et les présidentielles en 2016-2017, il y a des sujets que nous devons traiter avec nos voisins européens parce que c'est impossible autrement. Mais ça ne veut pas dire se faire imposer par des instances européennes qui viennent de nulle part, des choses que nous ne voulons pas. Alors, vous disiez tout à l'heure que ce dialogue pourrait aller plus loin, proposer par exemple une seule candidature unique pour ces européennes. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, quand on voit les réticences par exemple des Républicains, de recevoir un soutien du Front National lors des législatives partielles à Mayotte? Une seule candidature à droite, est-ce que c'est possible aujourd'hui? J'espère que c'est possible, parce que ça voudrait dire que nous sommes capables collectivement d'offrir de proposer une offre politique homogène, à la fois sur le plan des idées et sur le plan électoral, à tous les Français qui ne veulent pas de cette Europe-là. Donc le dialogue, il peut se faire aujourd'hui avec le Front National, peut-être avec Debout la France, dont vous avez fondé la plateforme avec Nicolas Les Amoureux de la France. Fondé Les Amoureux de la France à l'automne dernier, donc ce dialogue existe déjà avec Debout la France, avec le Centre national des indépendants, avec le Mouvement pour la France, avec d'autres mouvements qui se sont joints également à cette initiative. J'appelle de mes voeux qu'effectivement tous ceux qui sont d'accord sur ce projet se rassemblent pour constituer encore une fois cette opposition-là. Je ne raisonne pas en termes d'étiquette politique, ni de parti politique, ni d'organisation. Je veux d'abord qu'on élabore un projet sur la base duquel ceux qui veulent venir dialoguer, travailler avec nous sont les bienvenus. Dernière question, même s'il y a une alliance à droite, s'opposer à l'action du gouvernement via ce scrutin, ne serait-il finalement pas un coup d'épée dans l'eau quand on voit le peu de passion qu'il y a dans ces élections des Français? 43% de participation lors des dernières européennes en 2014. Et 40% aux européennes précédentes, donc ça progresse. Il faut un petit peu d'optimisme, mais je crois dans le bon sens des Français. Je pense que cette élection est une élection qui les intéresse peu, à partir du moment où ils ne comprennent pas que ça puisse changer quoi que ce soit à leur vie. Si on leur propose quelque chose, une orientation, un projet politique qui leur dit « c'est à vous que doivent revenir les décisions parce que vous récupérez de la souveraineté et du pouvoir sur la Commission de Bruxelles, qui est une espèce d'organisme aveugle dont personne ne comprend l'action », à ce moment-là, je pense que d'abord c'est susceptible de les intéresser davantage, et deuxièmement, on a besoin de cette dynamique nouvelle.
dans l'opposition pour faire en sorte que, effectivement, ce qui est en train d'être fait par le président de la République soit contré. Ça l'est assez peu aujourd'hui, mais vous voyez bien que je vise bien au-delà des européennes, qui n'est qu'un moment dans la marche générale de ce que je crois nécessaire pour redresser notre pays. Merci Jean-Frédéric Poisson d'avoir été avec nous. Je rappelle, président du Parti chrétien-démocrate. Dans l'actualité du jour, c'est une première dans les Yvelines. Une station d'hydrogène a été inaugurée ce mercredi matin au Loges en Josas, près du siège de l'entreprise à l'origine de ce projet. Le centre permettra de ravitailler les professionnels avec du carburant nouvelle génération. Il sera 100% écologique et ne produira aucun gaz à effet de serre. Les détails avec ce sujet de Mickaël Elmidoro. Un nouveau carburant arrive dans les Yvelines. Une station d'hydrogène a été inaugurée ce mercredi 28 mars au Loges en Josas. Cette énergie verte fabriquée à partir de ressources renouvelables en Normandie ne produira ni gaz à effet de serre ni particules fines. La recharge se fait en quelques minutes à la pompe pour un prix équivalent à l'essence. C'est le même usage qu'un usage diesel ou essence. À la différence de la batterie où vous devez charger des électrons, là vous chargez directement du gaz. Donc c'est beaucoup plus rapide. Dans un premier temps, la station sera utilisée principalement par des bennes à ordures, des taxis présents sur le territoire et 2 bus à hydrogène sur la ligne 264 qui dessert les villes de Buc et de Versailles. On commence par les professionnels parce que ça permet de développer des logiques de flotte captive qui reviennent sur les stations. Donc ça permet de charger les stations plus vite et de les rendre rentables plus facilement. Mais la vision à long terme, c'est que vous aurez aussi des voitures particulières. J'ai quelques collaborateurs aux États-Unis qui tournent sur des voitures hydrogène avec plaisir. Vous avez plus de 7000 véhicules dans le monde qui sont des véhicules particuliers. Une vision à long terme qui a séduit l'agglomération de Versailles-Grand Parc. C'est l'enjeu du XXIe siècle, comment sauver la planète. Et toutes les entreprises essayent maintenant de s'inscrire dans cette nouvelle dynamique. Coût total de ce projet, 1,5 million d'euros. Pour être rentable, la station doit accueillir entre 50 et 60 véhicules par jour. À terme, la station prévoit également de ravitailler en carburant des vélos à hydrogène. Attrape, les rythmes scolaires continuent de faire débat. Hier soir, plusieurs enseignants et représentants syndicaux se sont rassemblés devant la mairie. Ces personnes s'opposent à la demande de dérogation formulée au ministère de l'Éducation nationale par la ville. Trappes souhaite le retour à la semaine de 4 jours en maternelle, mais veut maintenir 4 jours et demi en élémentaire. Les opposants dénoncent un passage en force de la mairie. Ils ont pris la parole lors du conseil municipal. Réaction recueillie par Nicolas Kirillovitz. 33 conseils d'école sur 36 se sont prononcés pour un retour aux 4 jours. Et à cela, monsieur le maire veut nous mettre devant le fait accompli sur une expérimentation avec la suppression du mercredi matin pour les maternelles. Donc soit une perte de 108 heures à l'année. Les enseignants se sont exprimés. Il y a eu des sondages d'effectués, donc on ne peut pas dire que la parole ne leur a pas été donnée. Maintenant, le résultat de ces sondages montre qu'une écrasante majorité est pour le retour à 4 jours. Et Guy Malandin, le maire de Trappes, a répondu à ces déclarations. Il a notamment indiqué que le maintien des 4 jours et demi en élémentaire serait bénéfique pour les écoliers. Le retour à 4 jours en maternelle répond, lui, en revanche, à une fatigue des plus petits. Le ministère de l'Éducation nationale n'a toujours pas indiqué s'il acceptait ou non cette demande de dérogation. En ce début de journal, nous évoquions cet hommage national au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Notre dossier de la rédaction est justement consacré cette semaine au métier de la gendarmerie des Yvelines. Ce soir, plongé au cœur du centre d'appel d'urgence à Versailles. Sur place, plus d'une quinzaine de personnes se relaient jour et nuit pour répondre aux appels des habitants. L'objet de ces appels varie énormément et demande une concentration maximale des agents. Reportage de Nicolas Kirillovitz. D'accord. Votre nom, monsieur, c'est comment ? Oui, votre prénom ? Je sais plus. Très bien. Vous ne touchez à rien, j'envoie une patrouille. Tout se joue en l'espace de quelques instants pour réunir les informations nécessaires et engager, si besoin, une ou plusieurs patrouilles. Pam Guerville de Corge. Ici, au centre d'opération et de renseignement de la gendarmerie, 150 à 200 appels sont gérés par jour. Plusieurs personnes sont ainsi présentes sur place pour répondre aux Yvelinois qui composent le 17 et gérer des cas qui peuvent varier du simple accident domestique aux agissements les plus graves. On peut aussi avoir des gens qui sont en urgence parce qu'ils sont sur le point de se faire assassiner. On a eu ce cas-là, une femme qui s'est fait tuer en direct, par exemple.
Dans ce cas-là, comment Eh bien, on a eu la chance de pouvoir lui demander où est-ce qu'elle était et qu'elle a donné, sa position, en fait. Bon, on est arrivé, c'était trop tard, mais l'auteur était resté sur place, c'était son mari, en l'occurrence. On peut aussi avoir des gens qui sont tout petits, des enfants, ou des personnes plus âgées, où il faut parler un peu plus fort parce qu'ils n'entendent pas, voilà. Donc il y a de tout. Au total, 18 gendarmes se relaient jours et nuits pour assurer le fonctionnement du centre d'appel. Parmi eux, le chef Fabien Péot. Alors, le SIV, qu'est-ce que tu m'as dit que tu avais comme une Peugeot 309, c'est ça ? Pour être opérationnel, il a dû suivre une formation et développer de nouvelles capacités. Il faut avoir un sens de l'écoute. Il faut avoir une certaine rigueur dans la retranscription des événements. Et il faut avoir un certain sang-froid de telle sorte à ce qu'on ne soit pas embarqué, entre guillemets, par l'affect de la personne qui nous appelle et qui peut être en panique. Tous les personnels ont déjà un vécu, déjà avant. On a tous été en brigade, donc voilà, on ne prend pas des jeunes sortis d'école. Voilà. Il y a déjà un passé. Tous les personnels ici ont un sang-froid et surtout se mettent dans leur bulle quand ils ont l'appel. Voilà. L'appel, justement, celui-ci ne dépasse pas généralement en plusieurs minutes. Une série de questions simples et basiques permettent de faire un état des lieux et de mesurer la gravité de l'appel. Ce premier contact permet aussi d'assurer la sécurité des forces de l'ordre engagées sur place. Et nous, on a une difficulté de perception de l'événement. Ça peut avoir d'assez lourdes conséquences sur les victimes, mais ça peut avoir aussi d'autres conséquences plus lourdes sur les personnels de secours qui vont intervenir. L'an passé, le centre d'opération et de renseignement de la gendarmerie de Versailles a reçu près de 110 000 appels. Ceux-ci ont entraîné l'intervention d'une patrouille dans un cas sur 3. Saint-Quentin-en-Yvelines va renouveler cette année son PLHI, le programme local de l'habitat intercommunal. Il fixera les grandes orientations du logement sur le territoire jusqu'à l'année 2023. Pour en parler, deux invités. Yves Londechamp, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du CODESCI, c'est le conseil de développement économique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, vous avez contribué à la phase de diagnostic de ce PLHI, on va en parler dans un instant. Avec nous également Richard Tellier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du CLAGE. Le CLAGE, c'est le comité local pour le logement autonome des jeunes sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, vous allez nous livrer dans un instant le diagnostic sur ce PLHI. Il présente d'ailleurs un point de tension au niveau de la population jeune. On aura l'occasion d'en reparler. Déjà, quelques éléments de présentation sur vos structures respectives. Qu'est-ce que le CODESCI ? Alors le CODESCI, donc, c'est le Conseil de développement de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les conseils de développement ont été créés par la loi en 99 et puis rafraîchis avec la loi NOTRe. C'est donc un conseil consultatif constitué de membres bénévoles qui sont désignés par les élus, qui sont issus de milieux économiques, associatifs ou citoyens, et qui sont chargés soit sur saisine des élus, soit sur autosaisine, donc de leur initiative, de faire des propositions aux élus, de réfléchir aux politiques publiques du territoire et de faire des propositions. Richard Tellier, le CLAGE, qu'est-ce que c'est ? Alors, les CLAGE sont issus d'une circulaire interministérielle qui date de 1990. Le CLAGE de Saint-Quentin, lui, est né en 1994, avec deux missions principales. La première, c'est une mission d'accueil du public jeune en recherche de logement sur le territoire. Donc, c'est de l'accompagnement aux démarches de recherche de logement. Et une mission, on va dire, d'animation du partenariat local, c'est réunir des acteurs concernés par le logement et l'insertion des jeunes afin de trouver des solutions en fonction des besoins qui sont exprimés par les jeunes. Donc c'est une réunion de foyers de jeunes travailleurs, de la mission locale, de structures d'insertion par le logement. Alors le CODESCI a contribué à la phase de diagnostic de ce plan local de l'habitat intercommunal. J'en ai dit deux mots tout à l'heure. À quoi sert un PLHI ? Alors le PLH, le programme local de l'habitat, donc est I comme intercommunal, c'est un document de programmation de la politique du logement, enfin une grande partie de la politique du logement, et en particulier de la construction de logements neufs, pour les années 2018-2023, pour ce PLH-là. C'est un document qui est assez détaillé, et donc c'est un document très important pour l'agglomération et pour l'ensemble de la politique du logement. Alors le diagnostic que vous avez produit fait une trentaine de pages. Quelles grandes conclusions vous avez voulu mettre en avant ? Alors, d'abord, nous nous sommes situés du point de vue des habitants. C'est-à-dire qu'il y a de toute façon des services de l'agglomération qui font un diagnostic très précis, très fouillé, très intéressant d'ailleurs, sur les aspects purement logement. Nous sommes partis du point de vue des habitants et donc de la démographie et de l'évolution de la population de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc d'abord, on a constaté que depuis 2006, depuis 8 ans, Saint-Quentin-en-Yvelines a une population qui est stable,
alors que la région, les différents départements de la région, les intercommunalités similaires à 50 ans en Yvelines, notamment les anciennes mines nouvelles, mais pas que, sont en croissance de 4, 6, 8% sur cette période. Très bien. Donc il y a un souci, quoi, parce que il y a quand même un dynamisme de la région et la région attend que les intercommunalités un petit peu répondent aux besoins de construction de logements. Ça, justement, Alors comment on l'explique? Alors d'abord, ça se décompose d'une part, il y a une croissance naturelle qui est forte, qui est de 1,1% par an, hein, la différence entre les naissances et les décès. Et donc si on a une population qui est stable, ça veut dire qu'il y a un solde migratoire négatif qui est du même ordre de grandeur. Voilà, donc c'est sur le solde migratoire que se joue l'avenir de 50 ans en Yvelines et des caractéristiques de la population. Donc on a examiné ce solde migratoire sous différents angles, hein, par âge, par géographie, avec différentes, par nature aussi de ménage, taille de ménage. Bon, ce qui est le plus éclairant pour commencer, c'est la structure par âge. On s'aperçoit que tant du point de vue des volumes que du solde, c'est effectivement dans la tranche 20 à 35 ans que l'essentiel se passe. Voilà. Donc, quand on fait la combinaison entre ce solde migratoire, l'évolution naturelle de la population et d'autres facteurs, au bout du compte, on a une population qui, dans les 20-34 ans, décroît très fortement. À partir de 65 ans, elle croît très fortement. Et puis, la population des familles, donc les 35, 50 ans ou 55 et leurs enfants, décroît très légèrement. Voilà. Le temps avance vite, c'est-à-dire qu'il va manquer du logement à 50 ans en Yvelines dans les prochaines années? On travaille actuellement à faire des propositions aux élus sur le nombre de logements qu'il faudrait réaliser, programmer dans ce programme local de l'habitat. Ce que nous observons actuellement, c'est que le solde migratoire est constitué à 55% de ménages d'une personne, de personnes seules, 25% de ménages de 2 personnes, donc ça fait au total 80% de ménages de 1 ou 2 personnes. Donc c'est vraiment du côté des petits logements accessibles que va se jouer certainement l'avenir de l'équilibre de la population de 50 ans en Yvelines. Alors, le temps avance vite, on va avoir le temps juste de faire très rapidement un petit point sur la demande des jeunes en termes de logement sur le territoire. Richard Tellier. Je vais essayer d'être très schématique. J'ai un double objectif sur 50 ans en Yvelines, satisfaire la demande locale. 90% des jeunes qui me sollicitent, issus du territoire, souhaitent y rester. C'est bon signe, ils sont attachés à 50 ans en Yvelines. Mais 35% des jeunes dont on a recueilli la demande à travers un observatoire partenarial qui a recensé en 2016 plus de 1650 demandes, 35% des demandes sont liées à une mobilité liée à l'emploi ou à la formation. Premier pôle d'activité des Yvelines, donc des jeunes qui ont besoin de solutions flexibles sur le territoire pour venir travailler ou se former. C'est ça le double défi du territoire. Qui sont les jeunes? Généralement, Yves l'a dit, des petits ménages, des ménages avec des petites ressources. 50% des jeunes ont des ressources inférieures ou égales à 1 000 euros, en recherche d'un logement autonome, c'est-à-dire qu'il faut être en capacité de mobiliser une offre de petite taille à un prix accessible. Le parc Saint-Quentinois, très rapidement, est un petit peu inadapté de ce point de vue-là, puisqu'on a une majorité de logements de 4 pièces et plus, donc pas du tout en phase avec les besoins exprimés par les jeunes. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Richard Tellier, directeur du CLAJ, comité local pour le logement autonome des jeunes à 50 ans en Yvelines. Merci également à Yves Longchamp d'avoir été avec nous, vice-président du Codeski, le conseil de développement de 50 ans en Yvelines. Pour plus d'informations sur le PLHI, le Codeski ou encore le CLAJ, je vous invite à vous rendre sur les 2 sites internet qui s'affichent en bas de l'écran. On reste à 50 ans en Yvelines avec ce procès simulé. C'est l'exercice auquel se sont prêtés hier mardi des étudiants en Master 2 de droit pénal de l'entreprise de l'UVSQ. Un entraînement pour ces jeunes qui auront terminé dans quelques semaines leur cursus et seront confrontés au monde du travail. Ce faux procès permet aux étudiants de s'exprimer dans un registre professionnel et de se sortir d'eux-mêmes. Propos recueillis par Nicolas Kirillovitz. On les met en situation de plaider ou de requérir, selon qu'ils sont avocats de la défense, partie civile ou procureur de la République, devant une juridiction simulée composée d'un avocat qui les a préparés pendant de longues semaines pour cet exercice et puis d'universitaires. Culture, pour refermer ce journal, nous vous en parlions la semaine dernière. Ce week-end se tenaient les premières dates du festival Le Rire Soleil. Plusieurs représentations, dont le spectacle du directeur artistique de l'événement, Éric Bouvron. Ce spectacle Africa a été présenté au public dimanche dernier à Joué-en-Josas. L'occasion pour Mélanie Poquet et Nicolas Dandry de faire un point sur ce festival. Regardez. Le gars sur scène, il dit qu'il vient de l'Afrique, mais il est blanc. Comment ça se fait ?
Eh bien, je suis blanc parce que mon père est français, ma mère est grecque, je suis né en Égypte, j'ai grandi en Afrique du Sud, et c'est tout. Une Afrique du Sud qu'il aime par-dessus tout. Éric Bouvron en dresse un portrait intime et drôle. Où est-ce qu'on trouve nos racines? C'est là où on a grandi, je pense. Je pense que mon enfant, on ressent les choses tellement fortes, ça nous marque. Et donc on a toujours besoin de retourner à ce cocon. Avec Africa, Éric Bouvron, accompagné de son acolyte Matos, invite le public à découvrir l'autre, les autres, une ode à la générosité. Le corps qui s'exprime encore, Peut-être c'est maman, ma mère qui m'a appris ça. Le côté grec aussi, d'accueillir et de donner. J'aspire vers d'être généreux. On dit souvent aux comédiens, sois généreux. La générosité, c'est d'être vulnérable et être prêt de rater aussi. Un spectacle qui unit pour faire rire. Éric Bouvron est aussi le directeur artistique du Rire Soleil, un festival fait de représentations et d'ateliers au sein des écoles, avec un mot-clé, le rire. L'humour est fédérateur, déjà. Ça réunit les gens, ça les met ensemble et surtout, je ne suis pas fan de dire « Ah, les temps sont durs, il faut qu'on rit ». J'ai envie que les gens partagent un moment de bien quelque part. Un festival qui prendra fin le 30 mars prochain. Cette fois, c'est Arnaud Cosson, Philippe Beau et Agnès Pat qui auront la mission de vous faire rire. Et encore plus d'art, de spectacles et d'expositions à suivre ce soir dans le 7-8 Culture de Mélanie Poquet. C'est la fin de ce 7-8 journal. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à tous sur TV78.